Espace TV, le 22h. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, toutes nos excuses donc pour cette panne technique. Vous êtes donc dans le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, le sommaire du journal. Avant la Covid-19, la Guinée a connu une maladie plus meurtrière, Ebola et son lourd bilan macabre de plus de 2000 morts qui a refait surface. Cette résurgence inquiète des Guinéens, vous allez les entendre dans cette édition d'information. Des localités de Kansonia presque coupées du monde, dont si Daboro, Konkone ou encore Bonia connaissent un manque criard d'infrastructures. C'est notre angle de ce soir, annoncé donc le week-end dernier. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons donc le bal par cette visite présidentielle. Le président de la Sierra Leone qui est arrivé à Conakry ce lundi, il a été accueilli par son hôte, le président Alpha Condé lui-même à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le sujet sur la réouverture des frontières, le vieux conflit de Yenga pourrait être le motif de la visite de Julius Maada Bio. Mamadou Saliouba, Ibrahima Souma vous signe donc ce compte rendu. Sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia, l'avion transportant le président sierra-léonais met fin à l'attente. 17h19, le président de la République avance. Julius Maada Bio salue ses compatriotes avant de serrer la main à son homologue, version Covid-19. Une poignée de main à l'heure du coronavirus, une brève salutation du protocole, puis les deux présidents avancent dans le salon d'honneur pour dire à la presse les raisons de cette visite. Donc je suis là pour donner une visite à mon grand frère. Ça c'est le premier. Le deuxième, on a des petits soucis, donc on va régler tout ça. C'est pour ça. Des petits soucis comme peut-être le vieux conflit autour de Yenga, une localité riche en diamants et qui oppose les deux pays depuis la fin de la guerre civile en Sierra Leone. Au cours de cette visite, la question sur la réouverture des frontières entre les deux pays pourrait être évoquée. Cette visite est le résultat de plusieurs rencontres entre les deux pays. Le président sierra-léonais va faire 48 heures en Guinée. Au lendemain de l'investiture du président de la République, elle s'est dite favorable à un dialogue inclusif pour décrisper la crise politique guinéenne. C'est donc à juste raison que la synergie sincère fasse donc le pas vers l'union des forces républicaines à sa série d'activités donc en faveur d'une paix durable. Ce lundi, la structure a rencontré Sidia Touré, le président de l'UFR, qui a sans hésiter adhéré à leur démarche. Justin Leno, Korea Bokourma. Au siège de l'Union des forces républicaines ce lundi, les membres de la synergie sincère créée à l'approche de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 se retrouvent en urgence. Ces activistes de la société civile, composés entre autres des femmes, ont apporté un message à Sidia Touré. À la suite aussi de l'appel des acteurs politiques à un dialogue, nous, organisations de la société civile, on s'est dit qu'on ne peut pas rester à marge de tout cela. Il faut vraiment que nous participions pour que cette fois-ci, ce dialogue soit vraiment inclusif au bénéfice de tout le monde. Depuis l'élection du président Alpha Condé, ces activistes pensent que la Guinée se trouve dans l'impasse. Il n'y a certes pas de conflit, mais la paix ne se fait pas sentir, selon eux. C'est la phase vraiment de d'escalade de la violence. Ce sont des braises qui sont là. À mon avis, c'est une bonne occasion de profiter vraiment pour écouter tout le monde, pour prendre vraiment les dispositions idoines. Sinon, le cycle peut recommencer. Au nom de leur président, les militants de l'Union des forces républicaines accueillent à bras ouverts cette volonté de sortie de crise manifestée par la synergie sincère. D'ailleurs, Sidia Touré, leur leader, s'est récemment proclamé favorable quant à un dialogue inclusif. Ceux qui estiment aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir risquent de se retrouver dans des conditions inconfortables demain avec leurs enfants. Donc il est important de poser des bases claires, qu'il y ait des lois, les règles et les principes respectés pour tout le monde pour que le pays avance. À date, la synergie sincère a réussi à rencontrer le Premier ministre, le chef de file de l'opposition, les partis politiques comme le bloc libéral de Dr Faye Amélie Mouno,
ou encore le PADES du Dr Ousmane Kaba. Après cette prise de contact avec toutes les parties prenantes, la synergie sincère souhaite voir la Guinée sortir de la crise sociopolitique qu'elle traverse. Et puis, cet élément d'intérêt majeur. Après l'analyse des 3 premiers échantillons, les résultats se révèlent positifs au virus Ebola. Cette recrudescence de la maladie virale vient s'ajouter à la crise du coronavirus qui fait encore des victimes. Et selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les stocks de vaccins contre Ebola sont périmés depuis le mois dernier. Et cette agence pourra-t-elle donc faire face à cette double crise sanitaire? La réponse est avec Ali Badra Kamara, la Mensila. En plein état d'urgence sanitaire dans le pays suite au Covid-19, les Guinéens devront faire face à une autre crise qui a déjà causé des milliers de morts en 2015. Découvert il y a quelques jours à Gouéké, une sous-préfecture des Zérékoré, la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait 4 décès. Les contacts des victimes restent encore à identifier et les stocks de vaccins contre la maladie sont périmés depuis le 31 décembre 2020, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. À date, la source principale de cette recrudescence de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est pas encore identifiée, chose qui pourrait gonfler le nombre de contacts. Attendez, les chiffres qu'on vous donne vont changer au fur et à mesure que les investigations vont être approfondies. On a la nouvelle que le premier cas n'est pas l'infirmière. Elle a voulu porter secours à quelqu'un qu'on est en train de chercher à identifier et connaître le devenu de ce quelqu'un, etc. À la question de savoir si l'Agence nationale de sécurité sanitaire pourra faire face à toutes ces maladies mortelles, son directeur national compte pour le moment sur l'expertise du personnel et l'aide des partenaires. La période d'incubation est de 21 jours qui varie selon le contact infectant. En attendant, les Guinéens doivent revenir sur les anciennes habitudes dont le lavage des mains et l'utilisation du chlore, des mesures déjà en vigueur pour se prémunir contre le Covid-19. Vigilance et prudence donc doivent être nos maîtres mots. Et avec plus de 2000 morts en 2015, Ebola est donc pour l'heure plus mortel que le coronavirus. Sa résurgence et l'indisponibilité, comme vous l'avez suivi, de vaccins pour freiner sa propagation semblent inquiéter des citoyens interrogés par nos reporters Fatmata Bintabari, Alseni Kamara. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie à virus Ebola dans la sous-préfecture de Gouéké, préfecture de Nzérékoré. Après 5 ans d'absence, sa réapparition inquiète les citoyens. Il y a Ebola qui ressurgit, c'est une expérience que nous avons déjà vécue dans les années précédentes, notamment 2014 jusqu'en 2016. Vraiment, les gens sont dans l'embarras. On a la peur au ventre. Vraiment, c'est une maladie que la Guinée d'abord a connue. C'est après 5 ans maintenant. Et si nous avons appris au cela que vraiment l'Ebola est de retour, vraiment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Guinéens. Cette maladie virale vient s'ajouter à la pandémie de Covid-19 qui n'est pas encore vaincue. Une situation qui peut certainement jouer sur l'économie du pays. Donc, vu tout cela, cela répercutera quand même sur l'économie guinéenne. Et voir, n'est-ce pas, la conjoncture, voir la vie des citoyens guinéens, on sait bien que c'est déplorable. Pour étouffer ce virus, ce citoyen exhorte le gouvernement à prendre ses dispositions.
La maladie est une volonté divine. Personne ne connaît la raison de sa disparition. Si elle réapparaît, c'est le gouvernement qui doit prendre ses dispositions pour lutter contre la maladie à virus Ebola et aider la population. Le gouvernement doit sensibiliser au maximum les populations pour une hygiène adéquate et faciliter la compréhension de la virulence de la maladie. En plus, sensibiliser la population comme il faut, car la majeure partie de la population guinéenne sont analphabètes. Donc, vu cela, il faudrait qu'on véhicule beaucoup plus de messages, surtout nos parents qui se trouvent dans les campagnes, voire même les hameaux. Grâce au progrès de la vaccination, l'OMS s'estime prête à faire face au virus Ebola qui avait fait plus de 11 300 morts entre 2013 et 2016 dans la sous-région. Prévention, sensibilisation. Sur un tout autre plan, ouf de soulagement pour les chargeurs guinéens pour le stockage donc de leurs marchandises ou produits d'importation. Le Conseil guinéen des chargeurs vient de mettre à leur disposition de nouvelles infrastructures d'entreposage. Par cette action, le Conseil guinéen des chargeurs pense à même de garantir la sécurisation et la fluidité du transport des marchandises sur l'ensemble du territoire national, mais au-delà de nos frontières. Idrissa Barry commente les images de nos confrères d'Évasion TV. Faciliter le trafic maritime et routier à travers la maîtrise des coûts de transport, c'est l'une des nombreuses missions que s'est assigné le Conseil guinéen des chargeurs. C'est dans ce cadre que la Direction générale sur fonds propres a lancé les travaux de rénovation de plusieurs entrepôts à travers la capitale, dont celui de Matam, avec une capacité de 50 000 tonnes. Un autre magasin de stockage est aussi en construction, au dire des responsables du Conseil. Le Conseil guinéen des chargeurs travaille. Donc l'ensemble des acteurs sur le terrain. Les premiers partenaires, c'est la douane. Le deuxième partenaire, c'est la marine marchande. Le troisième partenaire, c'est le port autonome de Conakry. Avec tous ces acteurs, le message est compris et que la facilité qui doit être accordée à nos amis du Mali ont été mises en place et sont en train d'être exécutées à tous les niveaux. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a aucune difficulté quand un Malien a un problème. Dès que nous téléphonons, le dossier est débloqué aussitôt. Justement, la Guinée et le Mali nouent depuis des années une relation de coopération dans plusieurs secteurs d'activité. Le Mali étant un pays continental, le port de Conakry demeure le port naturel du Mali. Avec la fermeture des frontières, plusieurs conteneurs maliens ont été bloqués au port. Grâce à l'implication des responsables du Conseil guinéen des chargeurs, à travers un accord signé en 2018, une facilité a été accordée aux Maliens pour le dépotage de leurs marchandises stockées au dépôt Burkina. Un sentiment de satisfaction parce que depuis que nous sommes venus en Guinée, le Conseil guinéen des chargeurs, à travers son président, M. Mbani Sangaré, n'a ménagé aucun effort pour que ce jour soit. Voyez-vous que nous avons pu, d'hier à aujourd'hui, dépoter 24 conteneurs, dont 14 conteneurs 40 pieds et 20 conteneurs 20 pieds. Il restera à dépoter dans les jours à venir 16 conteneurs qui sont en attente de dépotage. J'avoue que la satisfaction elle est totale. L'implication du Conseil guinéen des chargeurs auprès du gouvernement a permis de supprimer les frais de surestarie aux opérateurs économiques maliens. Dans ces perspectives, le Conseil guinéen des chargeurs compte s'investir dans la construction de plusieurs entrepôts et des aires de stockage afin de faciliter le commerce international. Idrissa Barry. Enabel, à travers son programme sanitaire Ville Propre, entend jouer sa partition dans la lutte contre l'insalubrité dans la capitale guinéenne. Et c'est à Ratoma que les premières actions de ce projet ont été lancées ce week-end. L'ONG belge a associé des ONG guinéennes pour mener des sensibilisations et des opérations d'assainissement dans les périphéries de Koloma, sur le Primo, Cap-Rorail. Le compte rendu, c'est avec Mohamed Valek-Touré, Abaka Kekebangoura. À Conakry, la problématique de l'insalubrité est encore d'actualité malgré les efforts du gouvernement à maîtriser la situation. Grâce au programme Sanita Ville Propre d'Enabel, Koloma, Solo Primo et Cap-Rorail, deux quartiers de la commune de Ratoma, sont plus que sûrs de gagner le pari de la salubrité. Des actions de sensibilisation et d'assainissement y ont été menées ce week-end. Pour la conscientisation de la population, il faut passer nécessairement aussi par des actions concrètes, des actions citoyennes. C'est notamment des activités d'assainissement qui impliquent toute la population pour dire aux gens, attention,
L'assainissement, c'est pour nous, c'est nous qui salissons, c'est nous qui devons aussi assainir et ça va impliquer vraiment, disons, la participation de tous les citoyens, de tous les bords. L'objectif de ces actions citoyennes soutenues financièrement par l'Union européenne est de débarrasser ces localités des ordures qui les envahissaient et de sensibiliser leurs habitants sur comment lutter contre l'insalubrité et l'abonnement aux PME de pré-collecte. Il y a un réseau de volontaires qui est constitué de plus de 250 organisations qui essayent d'apporter le minimum que ce soit aux communautés dans des domaines prioritaires, notamment de l'environnement, mais aussi des objectifs de développement durable. À travers cette journée d'assainissement, les autorités communales et partenaires souhaitent amener les citoyens à mieux gérer les ordures produites par leurs ménages. Pour réussir l'opération, des ONG ont été mises à contribution. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que si nous continuons dans cette dynamique-là, nous pouvons vaincre les déchets. Mais il va falloir que les populations comprennent que le travail qui est en train d'être effectué, c'est le travail des pollueurs eux-mêmes qu'ils sont. Parce que ce sont les populations, c'est dans les ménages, dans les entreprises. La construction des RTT, des zones de tri et de transit, de transfert, apportera beaucoup de choses à la commune par rapport à la professionnalisation de la gestion des déchets solides. Ratouma est la première étape de ces actions d'assainissement et de sensibilisation. Le projet va toucher le maximum de quartiers, rassure Enabel. Des milliers de personnes craignent de dormir à la Belle Étoile du côté de Wankifon, dans la préfecture de Koya. Cette crainte est née donc au lendemain du marquage de leurs habitations respectives par des agents du ministère de l'Habitat. Les populations concernées se sont formées en collectif, se sont regroupées donc en collectif pour empêcher leur déguerpissement. Selon eux, ils n'occupent aucun domaine réservé de l'État. André Mossiemi Limono, Ibrahim Massouri Camara. Nous sommes à Donéa, dans Wankifon. Les populations de ce village vivent désormais la peur au ventre. L'arrivée du bulldozer de déguerpissement n'est qu'une question d'heure. Un village complet et son contenu, 16 autres secteurs, plus de 5000 personnes seront impactées par ces opérations de déguerpissement. Les villageois réunis en collectif comptent s'y opposer. Ils sont venus, ils ont couché rapidement, sans avertir à personne, sans répondre même ceux qui étaient là. Parce qu'il y avait quelques-uns qui étaient là, sont venus vers eux, mais ils étaient avec des militaires. Ce vieil homme de plus de 100 ans vit ici depuis la période coloniale. Il n'est pas prêt à quitter ce village sous aucun prétexte. Il formule une demande à l'État. Les autorités locales de Wankifon ne nient pas le fait que ces populations pourraient être déguerpies de leur village. Selon le sous-préfet, 16 hectares de terrain, dont une partie de Wankifon, ont été réservés par l'État pour la réalisation du projet Conakry Vision 2040. Toutes les populations sont au courant, elles sont informées depuis qu'il est interdit de faire des nouvelles constructions et pratiquement c'est une zone de l'État réservée. Ce que je peux solliciter auprès de l'État et suggérer, vraiment c'est d'occuper les zones vierges et chercher à moderniser les villages pour ne pas déguerpir ces villages-là. Ce sont au total 3 villages qui risquent de disparaître à cause de ce projet. Aux populations concernées, le sous-préfet a donné d'amples explications, quoique insuffisantes, pour les convaincre de tout ces dit. Il leur a aussi demandé de rédiger un mémo qu'il transmettra au président de la République. Le PDG du groupe Adafo Media a été élu comme ambassadeur du sport électronique en Guinée. Ce vendredi, les membres de la Fédération nationale du sport électronique se sont rendus dans les locaux du groupe Adafo Media pour non seulement informer Lamine Guirassy de son élection et échanger autour des éventuelles perspectives conformément au plan d'action de la dite fédération. Lamine Guirassy les a reçus et suivait donc ce compte rendu signé Ali Badra Camara, Ibrahima Sengsouma. Le sport électronique
est l'ensemble des jeux vidéo via différentes plateformes. Une activité qui est diversement appréciée en Guinée. Pour nombreux citoyens, c'est un simple divertissement. Pourtant, il génère des millions de dollars et crée des milliers d'emplois dans le pays. En Guinée, ces adeptes veulent mettre en valeur cette expérience réussie en Europe et tentent de l'institutionnaliser. Le sport électronique, pour le moment, il est vu comme un divertissement. Alors que dans le monde, c'est en train de prendre une autre ampleur. C'est carrément une vocation dans certains coins du monde. Donc c'est cela le but de notre fédération aussi, de porter ce sport-là à cette dimension-là dans notre pays. Dans leur démarche, il a été question pour ces acteurs de trouver un ambassadeur du sport électronique en Guinée. Après un vote, le choix est tombé sur le PDG du groupe Dadafo Media, d'où l'objectif de leur visite. L'objectif de notre visite aujourd'hui dans vos locaux, c'était pour rencontrer M. Guirassi, sur qui le choix a été porté d'être l'ambassadeur de la Fédération guinéenne de sport électronique. Dans leur plan d'action, le volet éducatif à travers la formation dans les différents établissements scolaires est la priorité. Un point vivement salué par les désormais ambassadeurs du sport électronique en Guinée. Ce qui est touchant dans cette histoire-là, c'est la partie éducation. Parce que quand on parle de jeux vidéo, on a toujours l'impression que c'est la distraction, enfin, c'est pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout dans le plan d'action, à dire partir dans les écoles, initier les élèves en ce qui concerne l'informatique et tout ce qu'il y a autour. C'est ce qui m'a touché d'ailleurs dans cette histoire-là. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je me suis retrouvé dedans parce que c'est des jeunes. Je pense qu'il faut toujours commencer par zéro pour arriver au plus haut niveau. Ces patrons des gamers souhaitent une reconnaissance de la Fédération du sport électronique en Guinée à travers un accompagnement de l'État. Manque criant d'infrastructures sociales de base dans 5 localités du côté du district de Kassonia, sous-préfecture de Manéa. Les citoyens de ces localités vivent dans une insécurité totale. Pas de courant électrique ni d'eau potable, encore moins de centres de santé. Des démarches ont été menées par ces populations, mais en vain. Aujourd'hui, elles demandent de l'aide à l'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est le grand format de cette édition d'information réalisée par Mariam Fodé Camara, Yacouba Traoré. Nous sommes dans le district de Kassonia. Ici se trouvent les localités de Kountiadar, Donsi, Daboro, Konkone et Bonia. Des villages au prime abord, ces localités se sont retrouvées dans un centre urbain. Plus de 9000 habitants vivent dans ce district de Mania. Ils n'ont ni d'eau, ni d'électricité, encore moins d'un centre de santé. Il y a 5 localités ici dans Kassonia village. Et à partir de Ramblay, le terrain de Kassonia, vous avez d'abord un, d'abord deux. Boniata, qu'on connaît là où nous sommes là, et nous avons Donsi, et puis nous avons forcément Dar et Wondi. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas courant. Et plus de 9000 et quelques poussières d'habitants, on n'a pas de courant, on n'a pas de route, on n'a pas d'école. Et le courant qui est des denrées est nécessaire aujourd'hui dans la vie des hommes. Nous avons besoin du courant. C'est ici que les femmes de Donsi s'approvisionnent en eau pour le ménage. Elles parcourent 4 km pour rejoindre les cliniques environnantes au kilomètre 36 ou à l'hôpital préfectoral de Koya. Je suis venue puiser de l'eau. Il n'y a pas de robinet pour boire ici. Pas de courant, pas d'hôpital, rien du tout. Dans ces différentes localités, aucune école publique n'est visible. Les enfants parcourent entre 4 et 5 km pour rejoindre leur établissement. Nous avons rencontré quelques-uns sur le chemin du retour. On marche 5 km chaque jour. De Kiti à Douens jusqu'à collège Kassonia là-bas. La distance est trop loin.
On ne peut pas chaque jour de faire marcher ça 1 an, ça fait fatiguer chaque jour. Nous marchons à pied ici à chaque jour. Nous pouvons y marcher des fois 5 km comme ça, de se rendre à l'école. Donc on a beaucoup souffert de cela. On n'a pas les moyens de déplacement ici. On n'a pas des écoles à la proximité. Tu vois, les écoles ne sont pas du tout nombreuses ici. De quitter ici jusqu'à Collège Kassonya là-bas, c'est très loin. Là où on a l'école publique, c'est très distant. Voir la distanciation aussi. De quitter ici jusqu'à 36 là-bas vers Collège Kassonya. Donc, nous demandons l'État de nous aider à avoir une école publique ici. Des fois, on a la tendance de se décourager parfois parce que c'est très distant et les moyens de déplacement ne sont pas du tout au complet, vous avez vu. Donc, on a la tendance de se décourager parfois. Pour ne pas être en retard, on sort ici à 5h30, deux fois à 5h30. Deux fois, il peut y avoir à 6h. C'est ici le grand marché de ce district. Il est situé à Konkone. Ces vendeuses qui sont désormais installées sur une seule parcelle sur 3 déjà vendues nous expliquent leurs difficultés. Nos problèmes qui sont là, d'abord, il n'y a pas de route. Le marché est dur. Chaque matin, aller à 36 et retourner, c'est en moto. Tout le monde vient payer les condiments ici. Si tu ne payes pas ici, peut-être dans les quartiers ou bien tu vas à 36. La saison pluvieuse, on prend seulement le moto, si tu as la chance, tu gagnes les personnels là, ils peuvent t'aider. Après, on te prend pour le marché. C'est nous-mêmes qui sommes débrouillés, on fait ça pour les soleils et pour... Nous partons en moto souvent pour acheter des marchandises. L'état de la route n'est pas sans conséquences. Nous passons pour risque. Du coup, nous sommes obligés de payer la glace de 2 000 à 3 000 francs guinéens. Nous souffrons vraiment. Des démarches ont été menées auprès de la Société Électricité de Guinée pour l'installation du courant dans ces 5 secteurs situés à 40 km de Conakry, mais jusque-là rien. Pourtant, ils sont à 1 km du courant et 500 mètres du réseau. On va les traîner au niveau de la direction générale de l'UDG. Nous avons déposé une requête à EDG. Elle a accepté. Les agents nous ont remis un numéro, puis nous avons formé une commission pour pouvoir poursuivre les démarches. Donc pour le moment, mon cas final, coton, la lettre normale d'envoler qui n'a pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas une équipe dynamique de l'EDG qui vient, c'est-à-dire qui peut nous rassurer que vraiment que nous sommes dans le programme. Nous sommes à 1 km de courant et 500 mètres du réseau. Nous aussi, nous sommes du peuple de Guinée et peut vous aussi nous regarder. À partir de 22h, il n'est pas facile de rentrer ici. À partir de 22h, nous sommes dans l'insécurité totale. Il n'y a pas de poste de police. La sécurité, c'est même pas comment nous vivons ici. Les marchandises des femmes de Kassonya Donsi, Daboro, Konkone, Bonia et Kuntia Dar passent par Bentroya à cause du pont qui ne supporte pas le poids. Mariam Fodé, Kamara, Yacouba Traoré nous ont donc signé ce grand angle de la rédaction qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Bonsoir.